Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour. L'invité de l'entretien du jour est membre du gouvernement de transition en Guinée-Conakry. Il est ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Il est aussi porte-parole du gouvernement. Ousmane Gawal Diallo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que les téléspectateurs de Télésud ne savent probablement pas, c'est que avant d'hériter du portefeuille des télécommunications, vous étiez ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, c'est ça, hein? Absolument. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de votre passage à la tête de ce ministère? D'abord, le côté quasiment informel de la gestion du foncier et de l'habitat et l'absence d'un suivi, d'une mise en œuvre de la politique qui entoure l'environnement du cadastre et du foncier. On est arrivé dans un secteur qui est très largement couvert par la législation, mais une législation qui est mise de côté, et puis très peu référencée. Sur l'ensemble du pays, on a moins de 100 000 titres fonciers, alors que sur Conakry et la périphérie, il y a plus d'1 million de parcelles de terrains habités ou possédés par des citoyens, mais qui ne font l'objet d'aucun référencement. Ce qui ne règle pas les problèmes du contentieux. Et c'est pour ça que devant les tribunaux en Guinée, 60% des contentieux devant les tribunaux sont liés directement ou indirectement à la question foncière. L'autre aspect, c'est une immense ressource qui manque à l'appel du Trésor public, à l'appel du budget national, parce que le foncier, lorsqu'il est organisé, référencé, c'est un levier qui permet à l'État de mobiliser les ressources financières. Et ça, c'est important. Donc, c'est deux choses qui étaient là. Et donc, nous avons mis en place un mécanisme pour régler cette situation. D'abord, en organisant le cadastre, en mettant de l'informatique pour pouvoir contrôler mieux et garantir la sécurité des propriétés qui sont émises par l'État, les titres fonciers, les baux qui vont être mis. Donc, ça nous a amené à digitaliser les processus de mise à disposition des baux et des titres fonciers, et puis à mieux normer les mécanismes de délivrance des permis de construire. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'étais en train de me poser cette question en passant de l'urbanisme au poste et télécommunications. Est-ce que quelque part vous avez eu le sentiment d'avoir été rétrogradé dans la préséance des ministres, par exemple? Oh non. Si on prend la préséance suivant l'ordre des nominations... vous êtes passé de 11e à 13e. Ah non. Ah non? Ah non, non. Je suis passé quasiment du 22e à 13e. Voilà, donc on peut plutôt dire que je monte en grade, mais ce n'est pas ça. L'organisation du gouvernement, ce n'est pas fait de cette nature. Ce qui est clair, c'est que je quitte un territoire pour lequel j'avais commencé à développer une très forte passion vers un autre que je connais mieux, parce que c'est le centre des compétences que j'ai développées et c'est le cœur de métier que j'ai appris. Moi qui pensais que c'était un strapontin qu'on a fini par vous donner parce qu'on ne savait pas où vous caser. Non, non, les télécommunications, c'est le cœur de mon métier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis ingénieur informatique ici, surtout dans le décisionnel, mais qui a travaillé pendant longtemps dans le secteur de la téléphonie. C'est plutôt, je reviens au cœur du métier. Très bien. En tout cas, ce soir, c'est au porte-parole que j'aimerais d'abord m'adresser. Et c'est lui que nous avons invité, c'est le porte-parole que je veux entendre. Ça fait plus d'1 an maintenant que le coup d'État a été opéré en Guinée-Conakry, c'est ça, hein? Absolument. 1 an après le coup d'État, quel bilan dressez-vous de l'arrivée de la junte au pouvoir? Alors, il est difficile de faire un bilan après 1 an d'exercice du pouvoir, mais il est peut-être plus facile de noter les changements. Ce qui a changé, c'est sur le plan d'abord de la maîtrise de nos ressources naturelles. C'est important parce qu'aujourd'hui, avec le prix de référencement, avec un meilleur contrôle des exportations des matières premières qui sont extraites de notre sous-sol et un meilleur contrôle de l'argent de ces ressources-là, ça c'est quelque chose d'assez important. L'autre deuxième aspect, c'est le rajeunissement de l'administration, avec un départ massif des personnes qui étaient à la retraite depuis très longtemps. Forcé, hein, un peu. Non, certains étaient déjà à la retraite depuis longtemps, et puis d'autres devaient prendre leur retraite. Mais personne ne faisait exercer cette mission, donc ça a permis une bouffée d'oxygène, une aération de l'administration et donc un recrutement aussi massif des jeunes. Et aujourd'hui, on a du gouvernement au haut cadre de l'État, partout,
des dirigeants qui ressemblent à la population, à la majorité de la population. Des jeunes dirigeants, du président de la République aux directeurs nationaux, aux chefs de service, toute la population, la pyramide, tout à coup, des âges, correspond à ce qu'est la Guinée, une population jeune. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est la création de cette cour de répression des délits économiques et financiers qui a amené une forme de prise de conscience de la responsabilité, de la redevabilité des dirigeants par rapport à la chose publique. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ça a amené même, je peux dire, une forme d'autocensure de ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique. Et puis le troisième, la justice qui est en train de prendre de plus en plus ses responsabilités pour être vraiment le lien qui va solidifier les rapports dans la société. Donc ça, c'est des changements qu'on est en train de voir. C'est sur la durée plus longue qu'on pourra évaluer en termes de bilan et dire ce qui s'est très bien passé ou moins bien. Mais ces changements sont perceptibles d'ores et déjà. Monsieur le ministre, vous êtes un homme intelligent et vous comprenez très bien que si je pose cette question, ce n'était pas une formule de politesse que j'avançais. Je voulais que vous mettiez aussi le doigt sur les choses qui ne vont pas bien dans votre pays. Ben, il y a des choses qui ne marchent pas tout d'un coup. Nous avons encore à travailler sur notre capacité à gérer les contradictions, à accepter de trouver d'autres mécanismes de règlement des conflits. Ce n'est pas encore tout à fait facile parce que nous restons dans la défiance, dans le rapport de force, alors qu'il faut peut-être penser à dialoguer, à échanger, et ce n'est pas toujours facile parce qu'il n'y a pas encore ce lien de confiance qui doit être entre ceux qui dirigent et les autres acteurs de la société. Cette confiance-là manque encore et il faut de l'effort, de la pédagogie de la part de ceux qui dirigent et d'humilité pour amener les uns et les autres à se faire confiance et à se mettre autour de la table et à inventer des mécanismes de résolution de crise. Tout n'est pas parfait, mais le chemin emprunté est bon. Tout n'est pas parfait. Je pensais au mois de juillet et août dernier avec les manifestations, les répressions, les cortèges de morts. Et finalement, on se dit, ce qui a changé en Guinée-Conakry, c'est le changement de président parce que finalement, le FNDC est toujours persécuté. Non, certains aimeraient que ce soit comme ça parce que c'est peut-être l'objectif recherché par certains, qu'on dise effectivement que rien n'a changé. Vous prenez le FNDC à l'origine, c'était quoi? C'est les partis politiques. Oui. C'est nous qui nous sommes associés pour combattre un système parce que nous ne voulions pas tomber dans ce qui était devenu un discours standard d'ethnisation du débat. À chaque fois que l'UFDG sortait, le débat était ethniquement orienté. Ça empêchait tout progrès. Nous nous sommes regroupés dans une organisation. Et puis après, à un moment donné, ceux qui fournissaient le plus grand nombre d'acteurs, c'est l'UFDG, ont été exclus de cela. Donc le FNDC, finalement, s'est vidé de son contenu. Aujourd'hui, c'est les mêmes acteurs politiques, les mêmes partis politiques qui s'abritent derrière finalement un logo pour dire leurs revendications. Ils pourraient, en toute responsabilité, assumer l'appel à la manifestation. C'est pas ce qui se passe. Le FNDC aujourd'hui, c'est 2 ou 3 acteurs qui s'expriment dans les médias, mais la troupe, c'est les partis politiques. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord pour quelles raisons allons-nous à la manifestation? Pourquoi? Quel est le sujet qui ne peut pas trouver de réponse dans le dialogue? Je rappelle quand même que dans un passé récent, le gouvernement qui était en place persécutait, tuait, emprisonnait, détruisait des biens, nous appelait... C'est ce que la junte est en train de faire aussi. Il y a eu des morts. Non. Appelait les gens au dialogue et on venait sans aucune condition. Quand les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont appelé au dialogue. En ce moment-là, il n'y avait ni arrestation, il n'y avait ni blessés, ni manifestation, ni rien. On a dit qu'on ne vient pas au dialogue. Il y a un problème. C'est-à-dire d'un côté, on s'est battu pour aller au dialogue. Ça a entraîné des morts. On nous a appelés, on est venu sans aucune condition. Et d'un côté, un pouvoir qui arrive, qui dit venez au dialogue, sans qu'il y ait eu de manifestation au préalable, sans rien, on dit on ne vient pas au dialogue. Comme si certains avaient plaisir à dire, c'est lorsqu'il y a des victimes, et c'est à déplorer. Je vous ai connu quand même beaucoup plus virulent envers des pouvoirs qui persécutent leur population. On dirait que l'arrivée au pouvoir vous a beaucoup adouci. Non, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui reste droit dans la défense des principes. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Quand il y a une manifestation et qu'il y a des victimes, il n'y a pas deux responsables. C'est l'État qui est responsable. Parce que c'est l'État qui a la mission de protéger les acteurs. Et c'est justement parce qu'il y a une difficulté
à contrôler les manifestations, à garantir pleinement leur sécurité. On peut dire que c'est une défaillance qui est là, que l'État a pris sa responsabilité de dire attention, arrêtons les manifestations. En attendant qu'on soit incapable de trouver un accord autour de la table. Et à ce moment-là, tout est possible. On peut aussi s'abriter derrière cet argument et empêcher d'exercer un droit fondamental. Manifester dans un pays lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est un droit fondamental. Oui, mais il y a des contextes qui peuvent justifier aussi qu'on s'accorde sur un autre mécanisme parce qu'on préserve ce qui est l'essentiel, la vie des citoyens, parce qu'on préserve la quiétude sociale, parce qu'il y a aussi la volonté des uns et des autres de se mettre autour de la table et de trouver des mécanismes de dialogue. Mieux vaut qu'on sorte de la défiance et de la confrontation pour essayer d'autres mécanismes. C'est à ça que nous invitons les acteurs, parce qu'il faut que notre société change. Nous avons vécu ça pendant 10 ans, pendant 20 ans. Moi, j'ai connu que des manifestations de rue. Depuis 1986, je suis acteur politique. Cette légitimité-là, c'est dans la rue, c'est dans l'arène politique que je l'accuse. Donc, je comprends ce que ça veut dire. Je dis aujourd'hui, essayons autre chose. Surtout que ceux qui sont aux manettes, non seulement connaissent les manifestations, mais sont disposés aussi à recevoir, y compris, regardez le cadre de dialogue. Plusieurs fois, ils ont émis des revendications. On ne veut pas de concertation. On a levé concertation. On dit d'accord, dialogue. Il dit non, il faut faire un cadre. On vient de faire un cadre de dialogue. Donc à chaque fois, nous sommes à l'écoute. Lorsque les revendications sont objectives, nous les intégrons dans nos préoccupations. Nous voulons aussi que les uns et les autres acceptent cette volonté-là. Après, ils nous disent qu'ils ne veulent pas être autour de la table avec tous les partis politiques. Nous lançons aujourd'hui une forme de revue des partis politiques pour voir qui est-ce qui remplit les critères édictés par la charte des partis politiques pour dire qu'ils méritent cette appellation de parti politique, être autour de la table. Si on vérifie chez tout le monde et que tout le monde, tous ceux qui remplissent les critères que les chartes de la parti politique indiquent pour être un parti politique, voilà, c'est ça et ça qu'il faut remplir. Tous ceux qui remplissent ces conditions-là, on ne peut pas les exclure du dialogue. Tout ça, c'est pour assainir, pour dire qu'on n'invite pas les gens autour. Ensuite, au dialogue, la décision, ce n'est pas par le vote. Et puis, il n'y a pas d'un côté le CNRD, le gouvernement qui sommes des acteurs. Oui. Nous voulons être des arbitres pour qu'on puisse sortir. C'est pour ça que dès la prise du pouvoir, le gouvernement et le CNRD a dit qu'il n'était candidat à rien du tout. Il veut organiser les choses, faire en sorte qu'on se retrouve autour de la table. Mais il faut que la bonne volonté là soit manifestée aussi, exprimée par tout le monde. Sinon, c'est très difficile. Mais nous comprenons aussi cette difficulté parce que le déficit de confiance est très grand. J'étais aussi en train de me dire, pendant que j'étais en train de vous écouter, que si la Guinée allait si bien que vous êtes en train de tenter de me l'expliquer là, pourquoi l'ex-premier ministre Béavogui a-t-il quitté la tête du gouvernement comme il l'a quitté? Non, on ne quitte pas la tête du gouvernement parce que ça va mal. Tous les systèmes, ça arrive que ça change. En fait, moi, je n'ai pas entendu que son départ soit lié à ça. C'est lié à quoi? Il est toujours à l'hôpital. À l'heure où je vous parle, il est toujours en traitement. On sait ce qu'il a? On sait ce qu'il a, sauf que je n'ai pas le droit d'en parler, parce que c'est de sa santé personnelle et c'est à lui que cela revient. Mais il est toujours à l'hôpital. Donc officiellement, le Premier ministre a quitté pour des raisons de santé? C'est clair. Ce n'est pas une démission diplomatique? Non, non. Votre gouvernement a proposé, on va dire, 36 mois, c'est ça? Oui. Pour la transition. Si je fais bien les calculs, il vous reste probablement, 2 ans avant de céder le pouvoir? Après, il y a la question du calcul de la durée de la transition. Oui. On ne se focalise pas là-dessus. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le gouvernement n'évalue pas sa transition sur une durée. Il évalue la transition sur le contenu. Qu'est-ce qui a fait les crises en Guinée depuis les 30 dernières années? C'est la question électorale. Un mauvais fichier qu'on a eu et des mauvaises élections. C'est ce qui a conduit à toutes les crises des 30 dernières années. Si on veut régler ces problèmes-là, nous devons nous doter des solutions modernes disponibles et doter la Guinée d'un fichier électoral que tout le monde accepte. Pour faire ça, il faut qu'il soit adossé à un état civil. Si on réussit à avoir un fichier électoral avec un état civil, comme dans tous les pays, chacun pourra le contrôler. Est-ce que cela nécessite 1 an, 6 mois, 12 mois? C'est à ça que nous allons nous atteler. Parce que personne ne conteste cette nécessité-là. Aucun acteur politique ou de la société civile nous dit que ça, ce n'est pas une priorité.
Et ça, c'est une priorité urgente. La question que j'étais en train de me poser, je vais la rendre beaucoup plus claire. Est-ce qu'on considère que cette transition, elle a démarré ou elle n'a pas démarré? La Guinée est en transition depuis le 5 septembre 2021. Donc, on est bien d'accord que les 36 mois sont à l'intérieur de... Les 36 mois, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. Ils ne peuvent pas être décomptés mathématiquement Oui. à partir du 5 septembre. Ils peuvent être décomptés à partir du moment où ils ont été adossés à de la thématique qui doit conduire à la fin de la transition. Et ça, c'est intervenu à partir du mois de mai. Donc, c'est au mois de mai qu'on a publié les éléments devant être mis en œuvre pour sortir de la transition. J'ai entendu le président en exercice de la CEDEAO, le président bissau-guinéen, dire que les 36 mois sont inacceptables. Vous l'avez entendu aussi? Nous l'avons entendu. C'est pour ça que nous nous employons à faire de la pédagogie. Oui. Pour faire comprendre à la CEDEAO, à l'Union européenne, à nos partenaires de nos pays, que la problématique guinéenne, ce n'est pas une durée. Il faut que les uns et les autres se rappellent aussi qu'en 2010, à la transition qui était ouverte en 2008, la communauté internationale avait fixé des délais, une période de 6 mois a été donnée. Et on a demandé aux Guinéens d'insérer dans ces 6 mois-là des tâches. La conséquence, c'est qu'on a dû brûler beaucoup d'étapes. On est sorti de ça avec un mauvais fichier, des mauvaises élections. On a eu 10 ans de crise. Est-ce qu'on veut répéter la même chose? Si on ne veut pas répéter la même chose, on doit faire différemment. Donc il faut éviter de borner la transition sur une durée, mais il faut la borner par des activités. Et dire que c'est ça qu'il faut faire pour la fin de la transition. Si on ne met pas les activités et qu'une durée découle de ça, on répétera ce qu'on a déjà eu à faire dans notre pays. Et c'est ça qu'il faut éviter. Est-ce que vous craignez une sanction de la CEDEAO qui va se réunir ce jeudi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies? Non, les rapports de pays ne s'évaluent pas par la peur. Non. Non. Nous serons dessus si on n'était pas compris. Mais ce n'est pas ça. Nous allons continuer à faire le travail parce que c'est un travail pédagogique. C'est là que la collaboration entre les pays. Ce sont des pays et des États qui parlent. Ce n'est pas des individus. Et je pense que c'est important que les pays s'écoutent et qu'on prenne en compte certaines dimensions pour aller de l'avant. Toute cette crise que nous avons vécue, la CEDEAO était là. Elle était là. Elle aurait pu anticiper sur beaucoup de choses pour éviter qu'on arrive là où on est. Elle n'en a pas eu la volonté ou les moyens de le faire. Mais maintenant qu'on est là, il faut aider les Guinéens à mieux sortir de cette situation de façon à ce que la nouvelle situation qui va naître soit plus durable. Et c'est à ça que nous invitons nos partenaires à la CEDEAO. Et donc nous ne lançons pas, nous continuerons à faire de la pédagogie, à expliquer le bien fondé de la démarche que nous mettons en œuvre dans le pays. L'idée, c'est ça, 36 mois après tout, ou 40 mois, ou même, c'est quoi dans la vie d'une nation? Si cela permet de produire un système plus durable, plus inclusif, et mieux accepté par les uns et les autres. C'est ce qu'on recherche finalement. Parce que c'est à ça que doit concourir pour les résultats. Et c'est ce qui doit permettre aux Guinéens de vivre mieux et à la CEDEAO de faire mieux son travail. Rien ne garantit non plus qu'au bout des 36 mois, des 40 mois, des 52 mois, allant jusqu'à 5 ans, vous puissiez rendre le pouvoir un jour aux civils et un pays dans un bon fonctionnement non plus. Personne ne peut le garantir. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que nous disons que nous avons besoin d'être accompagnés. Et que les uns et les autres doivent être là pour accompagner, pour aider, pour que ces dérives n'arrivent pas, pour faire en sorte qu'on sorte de ça bien. Et c'est moins dans la défiance que dans le rapport de collaboration et de compréhension mutuelle qu'on peut aboutir à des compromis comme ça. Le 28 septembre prochain, normalement, on devrait assister à l'ouverture du fameux procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009. J'imagine que pour votre gouvernement, c'est un trophée que vous êtes en train vous allez brandir. Non, je ne pense pas on ne le voit pas comme ça. Mais c'est un moment important. Il ne faut pas oublier d'où vient la Guinée. Il y a des strates assez importantes de souffrance qui sont enfouies dans cette société. Depuis 1957 jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de souffrances que les Guinéens connaissent. Mais jamais on n'a donné l'opportunité aux victimes de s'exprimer. Il ne faut pas oublier que le fait de partager ces émotions au plus grand nombre, c'est aussi une manière de construire la mémoire collective, donc de cimenter l'union nationale. Même ça, c'est un résultat qui est important, indépendamment des sanctions judiciaires, des condamnations qui pourraient découler de ça, mais c'est un moment de communion, c'est un moment d'écoute de ceux qui ont eu à souffrir, de ceux qui, pendant longtemps, gardent ça honteusement chez eux et individuellement. Tout à coup,
la nation leur reconnaît ce droit-là, de s'exprimer, de dire à la face du monde ce qu'ils ont vécu pour que nous partagions ensemble leurs émotions. Et cela va renforcer notre unité. Et c'est important de voir ça comme un exercice pédagogique et judiciaire, même si ça passe par la case justice, mais c'est un exercice fondamental parce que les victimes de ce pays n'ont jamais eu droit à la parole. Il a fallu les assises nationales de la dernière fois et le dialogue qui a été fait, et les écoutes, les journées foraines qui avaient été initiées pour donner la parole aux Guinéens qui ont eu à souffrir ou qui ont des choses à dire pour que ça marche. J'ai entendu Cellou Dalein Diallo, que vous connaissez très bien, dire qu'il craignait que la justice ne soit instrumentalisée et que les victimes soient condamnées à la place des bourreaux. Vous l'avez aussi entendu, j'imagine. Je l'ai entendu avec beaucoup de déception. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, à titre personnel, il a déjà été reconnu par l'État guinéen comme une victime. Oui, mais vous comprenez bien ce qu'il est en train d'expliquer. Je ne comprends pas parce que si on commence à jeter le discrédit sur n'importe quel, sans aucun fondement, c'est grave. Lui-même a souffert de cette tragédie-là. Et il a été, d'une certaine manière, par anticipation, reconnu comme victime et reçu des indemnisations. Avec l'ex-premier ministre Sidia Touré aussi. Non? Et Jean-Marie Doré. Okay. Ils ont été indemnisés partiellement pour les atrocités qu'ils ont vécues, à marge ou à l'occasion de ces événements-là. Donc, reconnu comme victime, il n'est aujourd'hui ni cité dans cette affaire comme témoin, ni prévenu. Il n'y a aucune manière qu'il puisse être condamné dans cette affaire. Je vais rendre plus explicite ses pensées pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il veut dire. Il explique qu'on pourrait profiter des verdicts de ce procès, lors de ce procès-là, pour aussi condamner ceux qui avaient appelé à la manifestation cette année-là. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'on condamnerait toute la classe politique et la société civile guinéenne, parce que c'était les forces vives auxquelles nous appartenions. Ce n'est pas une manière de s'exprimer. Je ne comprends pas sa position. Il craint que vous ne puissiez passer par là pour l'empêcher d'être candidat. C'est à ça que je reviens. Comment quelqu'un qui a été déjà reconnu comme victime pourrait, par quel mécanisme judiciaire on peut le dire, qu'on le condamne sur cette affaire pour l'empêcher d'être candidat? Mais quand même, moi je vais le dire clairement. Oui. Il n'y a aucun mécanisme aujourd'hui pour quelqu'un qui n'est pas cité, qui n'est pas témoin, qui a été reconnu victime, soit condamné. Pour quelle responsabilité? Si c'est une question de responsabilité morale, mais celle-ci, elle repose sur les religieux, sur la société civile, sur les syndicats, sur les partis politiques, sur l'ensemble des forces vives de ce pays. C'est elle qui avait organisé. Ce n'est pas Cellou Dalein, ce n'est pas Sidia. C'est les forces vives qui ont organisé. Et ces forces vives-là, c'est l'ensemble des forces vives de ce pays. Et il faut absolument éviter de singulariser cela comme si c'était l'appel d'un individu. Non. On va conclure cet entretien. J'ai entendu dire que votre président avait été invité par le Mali à participer aux festivités des indépendances. Il a accepté l'invitation? Oui, parce que le président malien est reconnaissant vis-à-vis de son homologue de la Guinée pour toute l'attention, tout le soutien qu'on les a apporté au moment très difficile. Vous savez, le Mali, pendant les sanctions de la CEDEAO, c'est un pays qu'on voulait asphyxier. La Guinée a ouvert les frontières, son port, son aéroport, pour permettre aux Maliens de ne pas être enfermés dans leur territoire. Parce que ça, c'était une punition collective qu'on a infligée aux populations maliennes. Et nous n'étions pas d'accord et nous n'avons pas accepté cela. Je pense que c'est un juste retour de choses. Si le président malien estime que son homologue de la Guinée peut être son hôte pour célébrer l'indépendance et rappeler les liens historiques entre les pays, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas juste une coalition de militaires encore. Il y a une mauvaise idée, je pense qu'il faut éviter. C'est celle qui consiste à dire que les militaires ne transforment pas, ne changent pas, ne peuvent pas faire des progrès. Les pays africains, la France où nous avons, c'est des militaires qui ont posé les bases de leur développement. Ici, c'était De Gaulle. Le Ghana est là. Le président du Rwanda est là. Et il y en a énormément d'exemples. Aujourd'hui, tous ceux qui se succèdent ces 10 ou 20 dernières années au Nigeria, c'est des militaires. Et donc, il faut absolument sortir de l'idée, parce que c'est un militaire, il ne peut pas être source de progrès. La Guinée, les grandes transformations que notre société a connues, c'était l'œuvre des militaires. C'est Lansana Conté. C'est lui qui a amené toutes les transformations, y compris l'ouverture démocratique de ce pays. Il faut donc éviter, les stigmatiser,
Les militaires, surtout dans une société comme la nôtre, et sur un continent dont nous connaissons et le passé récent et le présent immédiat que nous vivons. Rassurez-moi, il n'y a pas une tentation Wagner en Guinée? Non, non, non. Il faut absolument comprendre la démarche du président Doumbouya. Elle est claire. Nous nous inscrivons dans ça. Personnellement, moi, je ne rentre pas dans une transition qui ne finit pas. J'ai consacré 30 ans de ma vie à ce combat politique. Dans ce pays, j'aurais pu choisir un autre chemin. Si je l'ai fait, ce n'est pas pour autre chose. Si c'était pour être ministre, j'aurais pu être ministre dans plusieurs gouvernements passés. C'est parce que précisément c'est une transition que je considère que c'est nécessaire, que ceux qui ont des choses bien à faire, qu'ils doivent s'impliquer. Parce que c'est si la transition réussit qu'on parlera de démocratie, d'entente, d'unité nationale et des bases du progrès. Si ça échoue, c'est toute la société qui aura échoué. Il faut donc s'impliquer pour qu'elle marche et travailler dans ce sens. Ousmane Gawal Diallo, merci. Merci beaucoup. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, porte-parole du gouvernement de transition en Guinée-Conakry. Merci infiniment d'être venu ici dans nos studios à Paris répondre à quelques-unes de nos questions dans l'entretien du jour. Merci beaucoup. L'entretien du jour s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme, évidemment, sur Télé Sud. Bonne soirée.